Cette nouvelle analyse approfondie. Je suis ravi d'être là aujourd'hui pour décortiquer avec notre experte une vraie urgence médicale absolue, l'anaphylaxie. Bonjour Sam. Oui, c'est un sujet hyper intense. Complètement. Notre mission pour ce décryptage, c'est vraiment de plonger dans des protocoles cliniques de pointe. On va essayer de comprendre la mécanique de cette bombe à retardement, de voir comment les médecins font pour sauver des vies, et surtout d'identifier les pièges mortels à éviter. C'est clair. Et ce qui est fascinant ici, c'est qu'on va suivre le parcours chronologique complet d'une crise, genre de l'exposition initiale jusqu'à la sortie de l'hôpital. Exactement. Et pour rendre ça bien concret, on a un cas pratique qui sert de fil rouge. En gros, on a un jeune homme de 22 ans qui débarque aux urgences. Oui, en grande détresse. Voilà, il a du mal à respirer, sa gorge gonfle de l'intérieur, son cœur tape à 100 battements par minute. Et tout ça, juste 15 minutes après avoir mangé un simple plat de pois chiches au restaurant. Comment c'est possible en fait? Pour comprendre ça, il faut regarder au niveau moléculaire. C'est une réaction qu'on dit IgE médiée. C'est le système immunitaire qui s'emballe. D'accord, les anticorps? C'est ça. Mais le vrai piège, c'est que ça n'arrive jamais la première fois. Il y a eu une étape 1 dans le passé qu'on appelle la sensibilisation. Et elle est totalement silencieuse. Attends, ça veut dire que ce jeune homme avait sûrement déjà mangé des pois chiches avant sans aucun problème? Très probablement, oui. Son corps a croisé la protéine de pois chiche une première fois et il l'a cataloguée à tort comme une menace. Ah ouais, le faux positif quoi. Exactement. Il a fabriqué des millions d'anticorps IgE, comme des petites serrures spécifiques, et il les a placés sur des cellules de défense, les mastocytes. Et après ça, rien du tout. Décortiquons ça. C'est un peu comme un système d'alarme qui a scanné le visage d'un intrus en silence la première fois et qui déclenche les explosifs dans tout le bâtiment à la seconde visite. C'est une super analogie. Aujourd'hui, avec le plat de pois chiche, c'est l'étape 2. La protéine arrive, elle rentre dans les serrures, et paf, le mastocyte explose. Et il libère quoi en explosant? Principalement de l'histamine et de la tryptase. C'est une dégranulation massive. D'accord. Donc là, l'infirmière d'accueil le voit étouffé. Mais comment elle sait que c'est l'aliment et pas genre une piqûre de guêpe? Elle mène une enquête hyper vite. Chez l'enfant, 65% des cas, c'est alimentaire. Chez l'adulte, c'est plutôt les médicaments injectables ou les venins. Ok. Dans notre cas, elle pose les bonnes questions et écarte direct les insectes et les médicaments. Le plat de pois chiche est formellement identifié. Surtout qu'il me semble qu'il y a des cofacteurs parfois, non? Ah oui, hyper important. L'effort physique, les anti-inflammatoires, l'alcool, ça peut abaisser le seuil de tolérance et déclencher la crise avec une dose minime d'aliments. Ok, donc le suspect identifié, le patient est transféré en salle d'urgence. Et là, alors qu'est-ce que tout cela signifie pour les médecins? Ils utilisent les fameux critères de Samson pour le diagnostic, c'est ça? Exactement, il y a 3 voies de Samson. La première, c'est quand la peau ou les muqueuses réagissent, avec par exemple de l'urticaire, associé à un souci respiratoire ou une grosse baisse de tension. Attends, pourquoi la tension chute d'un coup? Le cœur lâche. Bah non, c'est purement mécanique. L'histamine dilate les vaisseaux sanguins d'un coup. Ah, les tuyaux s'élargissent. Voilà. Et ils deviennent poreux. Le liquide sanguin fuit, les tuyaux sont trop grands pour le volume restant et la tension s'effondre. D'accord. Et les autres voies de Samson? La voie 2, c'est quand 2 systèmes d'organes sont touchés, genre la peau et le système digestif. Et la voie 3, c'est juste une chute de tension isolée mais brutale. Le point commun, c'est que c'est un diagnostic purement clinique. On n'attend pas les résultats labo. Jamais. On n'attend pas d'être au stade du choc pour agir. Donc, pour l'étape 4 de notre cas pratique, le médecin voit l'urticaire sur le thorax et l'œdème pharyngé. La voie 1 de Samson est validée direct. C'est ça. Et tout de suite après, il doit évaluer la gravité avec la classification de Ring et Mesmer. Ça va du grade 1, juste la peau, au grade 4, l'arrêt cardiaque. Et le piège, d'après les documents, c'est de croire que ça y va progressivement, du grade 1 au grade 4. C'est l'erreur classique. Une crise peut démarrer d'emblée au grade 3. C'est exactement ce qui se passe à l'étape 5 pour notre patient. Sa dyspnée menace ses voies aériennes, il est classé grade 3 direct. Ce qui déclenche l'action héroïque, la première ligne de traitement. On est bien d'accord que c'est l'adrénaline en intramusculaire IM. Irremplaçable. L'adrénaline agit sur 3 fronts. Les récepteurs alpha pour remonter la tension, bêta 1 pour renforcer le cœur et bêta 2 pour ouvrir les bronches. Il y a des contre-indications, genre s'il est cardiaque. Aucune, absolument aucune contre-indication absolue. Donc à l'étape 6, le médecin n'hésite pas. Il injecte l'adrénaline dans la cuisse droite, en intramusculaire profond. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'il fait ça avant même de poser une perfusion. Bah oui, parce que la tension est tellement basse que les veines sont plates. Mettre une voie veineuse prendrait trop de temps. Le muscle de la cuisse absorbe ça super vite. Mais comment il calcule la dose dans la panique? Les sources parlent de 0,01 mg par kilo, avec un max de 0,5 mg. Ils utilisent une astuce de dilution. Ils mettent une ampoule de 1 mg dans 9 ml de sérum physiologique. D'accord, ça fait 10 ml au total. Exactement. Donc chaque millilitre contient 0,1 mg. C'est mathématique et beaucoup plus sûr. Ah, malin! À l'étape 7, notre gars pèse 75 kg, il lui faut la dose max de 0,5. Donc l'infirmière injecte juste 5 ml de la seringue diluée. C'est très précis. Et pendant que ça agit, à l'étape 8, on fait quoi physiquement avec le patient? Ça dépend de son état. S'il a une détresse respiratoire, comme notre patient, on le met en position demi-assise. S'il avait une chute de tension isolée, on lui lèverait plutôt les jambes. Bien sûr. Et là, ils lui mettent de l'oxygène à fond, 15 litres par minute, et ils le perfusent enfin pour remplir les veines.
Voilà, c'est la stabilisation. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est l'histoire des antihistaminiques. Dans la tête de beaucoup de gens, c'est le truc à prendre pour une allergie. C'est un piège redoutable. Retarder l'adrénaline pour donner des corticoïdes ou des anti-H1, c'est une erreur fatale. Ah ouais, carrément. Pourquoi? Parce qu'ils mettent des heures à agir. Ils ne servent qu'à soulager la peau ou prévenir un rebond plus tard. Mais ils ne rouvriront pas les branches dans l'urgence. Ce qu'on voit bien à l'étape 9. À 5 minutes, le gars respire toujours mal, ils refont direct une deuxième dose d'adrénaline. Et c'est seulement après qu'ils passent les corticoïdes en intraveineuse. C'est le protocole parfait. Et si ça ne marche toujours pas? Si on relie cela à une image plus large, on fait quoi après 2 échecs? On entre dans ce qu'on appelle le choc réfractaire. Là, on passe à l'adrénaline en continu, au pouce seringue électrique, directement dans la veine. Oula, réanimation lourde quoi. Et il y a l'histoire des patients sous bêta-bloquants aussi, non? Oui, un cas très particulier. Les bêta-bloquants empêchent l'adrénaline de se fixer sur le cœur. Dans ce cas, on doit utiliser du glucagon pour contourner le blocage. C'est fascinant. Bon, heureusement, à l'étape 10, la deuxième injection a suffi pour notre jeune homme. Son état s'améliore spectaculairement. On est tiré d'affaire. Pour l'urgence, oui. Mais l'étape 11, c'est la preuve biologique. Il ne faut jamais que la biologie retarde le soin. Mais une fois stabilisé, à 1 heure ou 2 du début, on fait une prise de sang. Pour doser la fameuse tryptase dont tu parlais au début. Exactement. On cherche le pic de tryptase, qu'on comparera à sa valeur de base 24 heures plus tard, pour le dossier allergologique. Ce qui veut dire qu'il reste à l'hôpital. D'ailleurs, à l'étape 12, on voit les critères d'orientation. Voie jaune ou voie rouge. Oui, la voie jaune, c'est 6 heures de surveillance minimum, au cas où la crise ferait un rebond, ce qu'on appelle la phase biphasique. Avec son DRAD 3 respiratoire, c'est la voie rouge. Il part direct en soins intensifs ou surveillance continue pour 12 à 24 heures. Ce qui nous amène à sa sortie, l'étape 13. Et là, l'ordonnance classique ne suffit pas, si je comprends bien. Pas du tout. Il lui faut la trousse de survie, 2 stylos auto-injecteurs d'adrénaline, un inhalateur et un plan d'action écrit. L'urgentiste prend carrément 10 minutes pour lui faire manipuler un faux stylo sur une cuisse d'entraînement. C'est indispensable. L'éducation à moyen terme est vitale. En attendant de voir l'allergologue, c'est éviction totale des pois chiches. Et il faut savoir utiliser le stylo en 4 temps. Retirer le capuchon, viser la cuisse, cliquer et maintenir 10 secondes. Voilà, à l'étape 14, il a son rendez-vous pris pour des prick tests dans 6 semaines. Il repart avec son compte-rendu. C'est une prise en charge optimale, le succès total de l'étape 15 de notre plan clinique. Reconnaissance rapide, adrénaline, protection à long terme. La boucle est bouclée d'après l'algorithme de la Société française de médecine d'urgence. C'est ça. Mais le document nous plonge ensuite dans des cas hyper pointus. Oui, justement. Mais que se passe-t-il si l'allergie se déclenche au bloc opératoire quand le patient est déjà perfusé? C'est le guide de la SFAR, la Société d'anesthésie. Là, la donne change. Le patient est endormi, à l'horizontale. Puisqu'il a déjà une voie intraveineuse, on utilise des dosages très spécifiques, en microgrammes, directement dans la veine. Ce qu'ils appellent la titration. On a un cas clinique là-dessus. Le patient siffle, sa tension baisse, on est au grade 2. L'anesthésiste fait un petit bolus de 20 microgrammes. Oui. Et si ça se dégrade en collapsus de grade 3, il augmente direct avec un bolus des 200 microgrammes tout en remplissant les veines massivement. C'est du sur-mesure. Impressionnant. Le document évoque aussi l'œdème de Coinck, l'urgence des voies aériennes où on risque vraiment l'asphyxie. Dans ce cas-là, en plus de l'intramusculaire, on peut utiliser de l'adrénaline en aérosol en nébulisation de 5 mg pour agir directement sur le gonflement local. D'accord. Et on arrive sur la fin des sources. Et là, c'est le faux semblant ultime, le diagnostic différentiel mortel. Ah oui. Ceci soulève une question vitale. Qu'est-ce qu'on fait face à l'angioédème bradykénique? C'est le truc qui ressemble exactement à une allergie, mais qui n'en est pas une. Absolument. Le patient gonfle de partout, mais il n'y a pas d'urticaire. Ça ne gratte pas. Ce n'est pas l'histamine qui est en cause, c'est la bradykinine. Et ça vient d'où ça? Souvent des médicaments pour la tension, les fameux IEC, ou bien c'est héréditaire. Le problème, c'est que l'adrénaline est totalement inefficace là-dessus. Ah ouais, le piège. Mhm. On a le cas pratique final pour illustrer. Un homme de 62 ans sous un antihypertenseur, l'énalapril. Il arrive avec les lèvres et la langue gonflées et des douleurs au ventre. Aucune plaque rouge sur la peau. Exact. Le médecin tente l'adrénaline et ça échoue. Il faut vite comprendre. S'il suspecte le bradykinnique, il doit injecter de l'icatibant en sous-cutané. C'est le seul antidote. Et là, ça régresse en 4 heures. Et bien sûr, arrêt définitif de son médicament pour la tension. Vital, oui. Bon, pour résumer un peu cette analyse de fou, le temps, c'est vraiment le nerf de la guerre. Et l'adrénaline, sauf dans le cas très rare du bradykinnique, c'est la pierre angulaire non négociable entre la vie et la mort. Totalement. C'est là qu'on voit l'importance de la pensée critique et d'une bonne reconnaissance clinique immédiate. Il ne faut pas hésiter. Merci d'avoir éclairé tout ça avec moi. Et pour ceux qui nous écoutent, on peut se poser une question un peu provocatrice pour clore. On sait que notre environnement, nos habitudes et notre alimentation changent à une vitesse folle. Est-ce qu'on n'est pas, sans même le savoir, en train d'entraîner nos propres systèmes immunitaires à voir de plus en plus d'éléments inoffensifs de notre quotidien comme des menaces mortelles? C'est une vraie question sur l'évolution de nos allergies. Une réflexion à méditer. Merci à tous d'avoir suivi cette plongée au cœur de l'urgence médicale. À très bientôt pour une nouvelle analyse.